19 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les députés nationaux Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, s'y trouve une fois de plus au cœur d'une vive controverse suite à des accusations de malversation financière. Pour se défendre, l'élu du Maniema a déclaré avoir sollicité l'inspection générale de finances IGF pour enquêter sur sa gestion durant son mandat. En réaction, Jules Alinguete a affirmé sur son compte X que l'ancien Premier ministre est présumé auteur de malversation financière dans le projet Bukangalonzo. En République démocratique du Congo, 13% de femmes sont affectées par le cancer du sein, qui est l'une des maladies dangereuses qui affecte beaucoup plus de femmes. Les spécialistes en la matière appellent les femmes au dépistage volontaire. La région de Valence en Espagne a été touchée ce mardi 29 octobre 2024 par un épisode méditerranéen associé à une goutte froide. Il a engendré des très fortes pluies et des inondations, causant un très lourd bilan humain. Les derniers bilans des intempéries et des inondations dévastatrices qui ont frappé l'Espagne ces 2 derniers jours est de 158 morts, dont 155 dans la région de Valence, 2 en Castille-la-Manche et 1 en Andalousie. Bonsoir, vous informer est notre devoir, Madame, Monsieur. À la une de l'actualité, les projets de loi de finances pour l'exercice 2025 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale dans les premières heures de ce vendredi 1er novembre, allais-je dire, 2024, suite à un vote majoritaire des élus nationaux intervenu après la présentation de ce texte par la Première ministre Judith Suminwa. Viningali Junior pour plus de détails. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet des lois des finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer les secteurs extractifs car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025.
À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux, aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures pour ne citer que cela. Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui, par la suite, se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et c'est là conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat du député national a été lue à la représentation nationale puis envoyée à la commission PAJ en vue de la vérification des dossiers des suppléants pour la validation de leur pouvoir en ayant 5 jours. Et le député national Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, se retrouve une fois de plus au cœur d'une vive controverse suite à des accusations de malversation financière. Lors d'une plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi 31 octobre 2024, consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour 2025, Matata Ponyo a été accusé des détournements lors du débat sur la loi de finances 2025. En réponse, Matata Ponyo a affirmé n'avoir pas détourné des deniers publics. Pour se défendre, l'élu du Maniema a déclaré avoir sollicité l'inspection générale de finances IGF pour enquêter sur sa gestion durant son mandat. Une réponse qui a suscité la réaction de l'inspecteur chef du service de l'IGF, Jules Alinguete, qui a éclairci l'opinion. Regardez. Lors de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale consacrée au débat sur le projet de loi de finances 2025, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan a pris la parole pour répondre aux accusations des détournements des fonds portés contre lui. L'intervention de notre collègue tout à l'heure a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais apporter un élément d'appréciation car nous sommes suivis non seulement au niveau national mais international. Il a dit qu'il s'agit de l'argent volé mais c'est grave, a-t-il déclaré, rappelant la nécessité de mesurer ses propos dans l'hémicycle. Matata Ponyo a précisé qu'il est le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances pour demander une enquête sur sa gestion. Il a nié toute implication dans des malversations, affirmant que le dossier Bukangalonzo qui a circulé au sein des différentes instances judiciaires est un dossier politique. Peu après cette intervention, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a répondu via son compte X. J'ai suivi avec étonnement l'intervention de l'honorable Matata Ponyo, affirmant qu'il n'avait jamais été au courant des conclusions de sa gestion à la tête du gouvernement. Je me fais le devoir de lui rappeler que selon le rapport de l'IGF, il est l'auteur présumé de malversations financières de 208 milliards de dollars de fonds, a écrit Jules Alinguete. Pour rappel, les accusations à l'encontre de Matata Ponyo, de l'homme d'affaires sud-africain Grobler et de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo concernent le détournement des fonds à hauteur de 115 millions de dollars via des avantages financiers indus, des surfacturations et la création des sociétés écrans. Ils sont également soupçonnés d'avoir omis de verser 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Parlons sécurité dans ce journal. Ouverture le jeudi 31 octobre 2024 des 2 audiences en procédure de flagrance contre les délinquants communément appelés Kuluna, poursuivis pour diverses infractions. La première audience a eu lieu au tribunal de grandes instances de Njili, à l'est de Kinshasa, où sont comparus 36 présumés bandits. Les 9 autres ont comparu dans une autre audience qui s'est déroulée au tribunal de paix de Kinshasa-Matete, au centre de la capitale de la République démocratique du Congo. Le TGI de Njili s'est déporté au district de la police de Tchangu, toujours à l'est de Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Jacquemain Chabani, a pris part à ces 2 audiences pour marquer la volonté des autorités à sécuriser la population. Suivez.
Les juges du tribunal de grande instance de Njili s'y sont déportés au district de la police de Tchangu, toujours à l'est de Kinshasa, capitale de la RDC. Ici, la trentaine des délinquants communément appelés Kuluna ont été présentés à la cour et à l'assistance avec les armées blanches. Dans cette assistance, justement, se trouvait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, son adjoint, ainsi que le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. À la vue de leurs enfants en tenue de prisonniers, les parents de ces présumés bandits n'ont pas retenu leurs larmes. Il nous a été instruit d'initier, d'accompagner et de faciliter nos services de sécurité, mais davantage et encore plus notre justice, nos magistrats, à pouvoir sévir, et cela principalement à travers des audiences foraines. Des audiences foraines où seront présentés les différents cas de banditisme urbain, qui sont ici souvent identifiés sous le slogan des actes des Kuluna. Dans la foulée de ces audiences, le patron de la territoriale a promis que la traque de ces bandits, communément appelés Kuluna, ne va pas se limiter qu'à Kinshasa. Elle se poursuivra jusque dans les provinces pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Chaque semaine, dans les différentes grandes villes, la itinérance les Alingaï, les Ali Maman vice-ministre à la sécurité, les Ali Pendeko ministre à la justice, ici quand nous sotorokende, na itinérance na province, toko faciliter pour encourager les magistrats na biso grâce à la audience foraine le rôle à Oyo pour être bas na biso ba sanction ya mibeko. Alors ici na koyebisa ba magistrat na biso Oyo bakosala musala wana bazala na longonya balembate. Le verdict de ces audiences est attendu dans les prochaines heures. La population congolaise espère que cette procédure va décourager les criminels qui sèment encore l'insécurité, non seulement à Kinshasa, mais également en province. Dans un autre chapitre, le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC ASBL en sigle, dans sa mission d'éveiller les consciences, a lancé ce vendredi 1er novembre un message d'éveil patriotique à la communauté congolaise à travers son président, le professeur en droit Poyika Moulaï. Suite à son meeting populaire à Kisangani, le chef de l'État a violé son serment constitutionnel en vertu de laquelle les Congolais lui avaient donné mandat et pour lequel il avait promis d'observer le 20 janvier 2024. Suivez ici son propos. Très chers compatriotes, l'heure est gravissime. Depuis le 1er juillet 1960, les politiciens de tous bords n'ont cessé de nous prendre tous, individuellement et collectivement, pour leur marchepied. Le 23 octobre 2024, le président de la République a violé ostensiblement et publiquement son serment constitutionnel. Le 20 janvier 2024, le président de la République avait juré devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. À peine 10 mois plus tard, le 23 octobre 2024, le président de la République a violé ce serment solennel en défiant la souveraineté du peuple que nous sommes et de qui émane tout pouvoir. À travers ces déclarations, le président de la République a annoncé sa détermination d'évacuer la Constitution, en vertu de laquelle nous, le peuple,
lui avons accordé un mandat bien circoncis pour présider au destin de notre nation en respectant rigoureusement les pouvoirs dûment confiés à chacune des autres institutions qui sont constitutionnellement établies. La Constitution qui régit notre pays est le seul acte en vertu duquel le président de la République détient les pouvoirs qui lui ont été confiés le 20 janvier 2024. Ces pouvoirs ne résultent en aucune manière de la volonté du conglomérat des politiciens dénommés Union sacrée de la nation. L'article 164 de la Constitution prescrit explicitement ce qui suit. Je cite: La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Autre chose à présent, dans les chapitres de la santé, la République démocratique du Congo a lancé le jeudi 31 octobre l'intégration du vaccin antipaludique R21 Matrix M dans le calendrier vaccinal de l'enfant. Cet événement marque un tournant dans la lutte contre le paludisme. Grâce à cette initiative ciblant particulièrement les enfants de moins de 5 ans, la République démocratique du Congo espère réduire significativement les taux de mortalité associés à cette maladie. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a procédé à ce lancement en présence du vice-gouverneur de la province du Congo central et des partenaires du secteur de la santé dans la cité de Mbanza-Ngungu à l'ouest de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est parti pour la vaccination contre le paludisme en RDC. La cérémonie du lancement de l'introduction de ce vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant congolais a eu lieu au terrain de l'Athénée de Mbanza-Ngungu au Congo central, l'une des provinces les plus touchées par la malaria. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a été validée par le gouvernement congolais. L'OMS prévoit de vacciner les enfants congolais avec le vaccin R21. L'utilisation des vaccins contre le paludisme a permis de réduire de près de moitié le nombre de cas de paludisme chez l'enfant. Et dans les zones où son utilisation a été combinée à d'autres stratégies, comme on l'a vu tout à l'heure, moustiques et autres, on a pu réduire jusqu'à 75% des cas de paludisme. Par ailleurs, l'utilisation de ces vaccins a permis de réduire près de 22% des hospitalisations dans les structures sanitaires, de réduire de 13% la mortalité des enfants, toutes causes confondues. Autant dire que l'introduction de ce vaccin aujourd'hui en RDC est une opportunité pour accélérer la lutte contre la mortalité infantile, mais aussi accélérer les progrès vers la couverture santé universelle qui est très chère à notre chef d'État. 4 doses sont prévues pour une protection optimale avec une première injection à partir de 6 mois. Avec l'introduction de ce vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant, la RDC devient le premier pays à haut risque à intégrer le vaccin antipaludique à son programme de vaccination de routine. Le vice-gouverneur du Congo central, présent lors de la cérémonie, a lancé un appel à la mobilisation pour assurer le succès de cette campagne à travers sa province. Chers parents, il va de soi que l'avenir de la nation repose sur nos enfants, les enfants en bonne santé. Le vaccin antipaludique, à l'instar des autres vaccins, est gratuit.
Je nous encourage à amener nos enfants au service de vaccination pour renforcer leur protection. C'est une étape historique dans la lutte contre le paludisme en RDC et la consécration d'une importante avancée scientifique. Avec cette introduction, un nouvel espoir est né pour les populations de la RDC. Dr Romain Mouboyaï, représentant du ministre de la Santé, salue cette avancée significative dans la lutte contre ce fléau. Ensemble, nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer un déploiement efficace et une sensibilisation adéquate. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination et à diffuser l'information autour de nous. En unissant nos forces, nous pouvons transformer ce moment historique en un tournant décisif dans notre lutte contre le paludisme et améliorer la santé de tous les Congolais. La vaccination contre le paludisme va s'étendre à toutes les zones de santé du pays. L'introduction de ce vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant en RDC démontre la détermination des autorités congolaises à lutter efficacement contre ce fléau qui ruine des familles. Poursuivant en santé, le cancer du sein est l'une des maladies dangereuses qui affecte beaucoup plus les femmes. Malgré cela, il peut être évité selon les spécialistes. En République démocratique du Congo, le cancer du sein affecte 3% de la population. Les femmes principales victimes connaissent cette maladie, bien qu'elle est qualifiée de silencieuse, mais elles ne fournissent pas l'effort de consulter des médecins par précaution. Un appel du dépistage volontaire du cancer de sein leur a été lancé par une spécialiste pour éviter les conséquences de cette maladie. On fait les points avec Bijou Lomona. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le constat est inquiétant. Plusieurs femmes ont avoué de n'avoir pas consulté un médecin pour les dépistages du cancer du sein. Pourtant, cette maladie non transmissible affecte environ 13% de la population congolaise et en grande majorité les femmes de toutes les catégories sociales. Une réalité connue par les femmes premières concernées qui, malheureusement, ne fournissent pas assez d'efforts pour prévenir. Beaucoup ne consultent qu'après avoir développé les symptômes à niveau avancé de la maladie. Nous sommes des femmes. D'abord, on est exposé à ça. Les précautions à prendre, c'est quoi? Quand on trouve, il faut toujours masser, il faut toujours palper les seins. Quand on palpe les seins, à ce moment-là, qu'on trouve il y a une masse, cette fois-ci, il faut aller d'abord voir un médecin pour les confirmer si c'est ça ou c'est pas ça. Mais en tout cas, nous devons faire très attention pour éviter ces cancers-là des seins. Mais comment reconnaître qu'on présente des symptômes de cancer du sein avant toute consultation d'un médecin? Dr Gertrude Louyeye, spécialiste en sénologie, a donné quelques éléments de réponse. Le premier signe ou les signes dont la plupart des gens vont se rendre compte, c'est une boule, une masse dans le sein. Le problème ici, j'aimerais attirer l'attention des gens pour dire que la boule, malheureusement, la boule du cancer de sein ne fait pas mal au début. D'où la plupart des femmes viendront négligemment, parce que ça fait pas mal, elles vont négliger, de sorte que peut-être 2 ans après, lorsque la boule commence à faire mal, c'est alors qu'elles viendront à l'hôpital. Or, en ce moment-là, probablement que le cancer a déjà envoyé des métastases et donc elles arrivent à un état où le cancer est déjà assez avancé. Les écoulements du sang, les changements des formes ou textures du mamelon ou du sein peuvent être cités parmi les signes de cancer du sein. Mais comme tout autre cancer, les causes des cancers du sein ne sont pas vraiment connues. On parle des facteurs de risque parmi lesquels la consommation exagérée de l'alcool, du tabac, des graisses alimentaires et de l'hérédité. Malgré tout, Dr Gertrude a affirmé que cette maladie peut être évitée si l'on y prend garde. C'est l'autopalpation. Et donc la femme peut s'autopalper le sein. Lorsque la femme découvre une boule dans son sein, cette masse-là a fait minimum 8 ans. Mais la mammographie peut déjà détecter cette masse à la 6e année. Et donc vous voyez que la mammographie a un grand avantage. Et je parle de mammographie numérique. Il faut aller faire le dépistage. Pas les diagnostics, parce que vous avez déjà palpé la boule, le sein, le cancer est déjà là.
Voyez? Mais lorsque vous faites les dépistages, c'est quand vous n'avez rien touché du tout. C'est ce que nous recommandons. Ça aura un avantage. Je suis à la 6e année, je suis à la 7e année, je n'ai pas encore touché la boule. Mais déjà, la mammographie a vu. Vous voyez, on a un grand avantage. Parce que là, vous n'avez rien du tout. Et là, on ne coupe même pas le sein. Là, c'est que quand on a fait tous les autres examens, on va tout simplement enlever le nodule et on va donner les autres, la radiothérapie, tout le reste, le traitement. Durant le mois qualifié d'Octobre Rose par les acteurs engagés dans cette lutte, les femmes congolaises en général et quinoises en particulier ont été sensibilisées concernant les mesures préventives à prendre contre les cancers du sein. Une marche de santé a été même organisée par le ministre de la Santé avec la participation de la première ministre aux côtés de plusieurs autres marcheurs pour sensibiliser la population et encourager les actions de lutte contre ces cancers qui est reconnu comme un problème de santé publique en RDC. Aussi, certains hôpitaux ont déjà commencé à dépister et à offrir gratuitement les soins aux femmes affectées par le cancer du sein dans la capitale congolaise. Clôturons ces chapitres de santé, fini les mois d'octobre rose, mais la sensibilisation contre le cancer de sein reste de mise. Patience Ngakumbi, étudiante à l'université de Kinshasa, Unikin, à la faculté des sciences économiques, appelle à toutes les personnes de bonne volonté de lui apporter un soutien suite au cancer de sein dont elle souffre, puisque n'ayant aucune famille à Kinshasa et n'ayant pas non plus de moyens pour de soins appropriés. Un SOS est donc lancé afin de sauver cette jeune étudiante. Commentaire. Elle s'appelle Patience Ngakumbi Lungalu, étudiante à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences économiques en 3e année, système LMD. Cette jeune étudiante réside sur l'avenue Lobo au numéro 35 au quartier Kindele dans la commune de Mongafula, référence entrée principale de l'université de Kinshasa au trafic. Comme l'attestent ces images, la jeune fille souffre d'un cancer du sein. Arrivée à Kinshasa pour des raisons d'études, elle n'a aucune famille et n'a personne pour l'aider pour ce soin de santé. Alors que ces cancers nécessitent de soins appropriés. Ce sont plutôt ses collègues de l'université qui, par le truchement de réseaux sociaux, ont lancé des messages SOS en l'endroit de personnes de bonne volonté qui voudraient bien l'aider. Cette jeune fille, pleine d'avenir, mais qui doit faire face à cette pathologie qui, du moins, nécessite beaucoup d'argent. Pour tout contact, veuillez la joindre par ces numéros plus 243 82 29 71 597, soit encore contactez la rédaction de Mondico Télévision pour faire parvenir votre aide. Dieu ne manquera pas de vous bénir. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Élection au Botswana. Après 58 ans de règne sans partage, le Parti démocratique du Botswana, BDP, a perdu le pouvoir. Mongweti Masisi, le président sortant, a reconnu sa défaite ce vendredi avant même l'annonce officielle de résultats. Suivez. Selon un décompte partiel, le Parti démocratique du Botswana, BDP, s'y retrouverait en 4e position, n'obtenant que 3 sièges. En revanche, l'Umbrella for Democratic Change, UDC, principal parti d'opposition, devrait prendre les rênes du pouvoir. Avec 25 sièges déjà sécurisés, Duma Boko, avocat et leader de l'Umbrella for Democratic Change, UDC en sigle, devait succéder à Masisi. Ces derniers a promis d'appeler ses défenseurs de droits de l'homme pour reconnaître sa défaite. Selon le système électoral du Botswana, le premier parti à obtenir 31 de 61 sièges du corps législatif sera déclaré vainqueur, pourra installer son candidat à la présidence et former un gouvernement. Les dépouilles de vote est en cours et les résultats devraient être validés par la commission électorale indépendante dans le courant de la journée. Toujours en dehors de nos frontières, rendons-nous en Espagne où les habitants de la région de Valence se sont réveillés jeudi devant de scènes de dévastation après des gigantesques crues soudaines. Les récentes inondations qui ont frappé l'Espagne ont entraîné la mort de 155 personnes et ont laissé de nombreuses régions sous les eaux. Cet événement tragique a déclenché une opération de secours d'envergure visant à retrouver les disparus et à soutenir les victimes. Regardez.
Dans la région de Chiva, près de Valence, le service météorologique a relevé des cumuls de précipitations alarmants avec 491 mm de pluie tombée en seulement 8 heures. Ces chiffres sont choquants dans un pays qui connaît généralement de précipitations modérées et reflètent l'intensité des intempéries. Les inondations ont été causées par un phénomène météorologique connu sous le nom de Dana, dépression Eslada en niveau haut, qui provoque des chutes de pluie continues sur une région donnée. Bien que ces événements ne soient pas rares, celui-ci a atteint des niveaux extrêmes, exacerbés par les différences de température entre l'air frais du nord et les eaux chaudes de la Méditerranée. Face à la crise, le club de football de Valence a suspendu ses matchs pour se concentrer sur l'aide aux victimes. Son stade Mestalla a été transformé en centre d'accueil pour les sinistrés, offrant des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. C'est cet élément qui met fin à ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Les députés nationaux Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, se trouve une fois de plus au cœur d'une vive controverse suite à des accusations de malversation financière. Pour se défendre, l'élu du Maniema a déclaré avoir sollicité l'inspection générale de finances IGF pour enquêter sur sa gestion durant son mandat. En réaction, Jules Alinguete a affirmé sur son compte X que l'ancien Premier ministre est présumé auteur de malversation financière dans le projet Bukangalonzo. En République démocratique du Congo, 13% de femmes sont affectées par le cancer du sein, qui est l'une des maladies dangereuses qui affecte beaucoup plus de femmes. Les spécialistes en la matière appellent les femmes au dépistage volontaire. La région de Valence en Espagne a été touchée ce mardi 29 octobre 2024 par un épisode méditerranéen associé à une goutte froide. Il a engendré des très fortes pluies et des inondations, causant un très lourd bilan humain. Les derniers bilans des intempéries et des inondations dévastatrices qui ont frappé l'Espagne ces 2 derniers jours est de 158 morts, dont 155 dans la région de Valence, 2 en Castille-La Manche et 1 en Andalousie. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.